3 blocs. Voilà. Bonjour à tous, bienvenue au centre de conception Caperlan. Aujourd'hui, on est ensemble pour parler d'un sujet très important qui est le sujet environnemental. Pour démarrer cette première vidéo, je vous propose d'aller rencontrer Pierre qui va nous en dire un peu plus sur le sujet. Salut Chris, ça va? Ça va et toi, la forme? Super, merci. Pierre, est-ce que tu peux présenter ton rôle au sein des équipes Caperlan? Alors tout d'abord, je suis ingénieur en développement de produits pour la marque, mais je suis aussi responsable du développement durable et donc des stratégies qu'on met en place pour répondre notamment aux enjeux du réchauffement climatique. Justement, sur le sujet environnemental, quelles sont les stratégies de Caperlan? Alors on a une stratégie 3 axes. Réduction de nos émissions CO2, augmentation de la durabilité de nos produits et réparabilité de nos produits. Tu peux donner des exemples? Ouais, alors le premier axe, il est super important. Il faut absolument qu'on réduise nos émissions carbone pour pallier aux enjeux du réchauffement climatique. Mais c'est pas tout, parce que si on fait des produits qui sont pas durables, ça n'a pas de sens. Okay. Donc il faut qu'on les rende le plus durables possible et résistants. Mais aussi, on a une dernière stratégie qui est de les rendre réparables et de permettre à nos clients de réparer leurs produits eux-mêmes. Eh bien, très bien. Mais ce que je te propose, c'est qu'on aille voir Tim et Pauline, qui sont deux collègues ingénieurs, qui te parleront de ce sujet avec moi. Ok, très bien, on y va. C'est parti. Merci à tous de prendre un peu de temps pour nous parler d'un sujet super important qui est l'impact environnemental. L'impact environnemental, première question, c'est quoi? Alors l'impact environnemental, donc on va plutôt parler d'impact en équivalent CO2, c'est l'impact qui est généré par la vente de nos produits. Donc la vente de nos produits, il y a beaucoup de choses à dire ça. La conception, la production, il y a aussi le transport de nos produits, l'arrivée en magasin, la mise en fonctionnement des magasins, et il y a même l'usage. Quand tu utilises une lampe, elle va générer du CO2. Donc l'impact CO2 d'un produit, ça prend toutes ces étapes. Nous, chez Caperlan, l'impact CO2, c'est 100 000 tonnes de CO2 en une année. Et du coup, ça représente quoi à peu près ça? Alors 100 000 tonnes de CO2, c'est l'équivalent de à peu près 100 000 allers-retours Paris-Shanghai en avion. Ah oui, c'est conséquent. C'est pas rien. Ça fait quelques voyages. Du coup, j'aurais plusieurs questions à vous poser. La première, par quoi on commence? Alors là, c'est toute une étape qu'on fait en premier, c'est on mesure et on analyse pour savoir d'où vient l'impact majoritaire de nos produits. Est-ce qu'il vient de la production, des procédés de fabrication, des matières premières, ou est-ce qu'il vient des mix énergétiques, donc c'est l'énergie des fournisseurs, est-ce qu'elle est propre, est-ce qu'elle vient du charbon, ou est-ce qu'elle vient d'énergie renouvelable, est-ce que ça vient du transport, en fonction de là où sont produits les produits, ou est-ce que ça vient de l'usage, ou même de la fin de vie du produit, s'il est incinéré, s'il est recyclé, etc. Et donc on priorise, on regarde d'où vient l'impact pour aller attaquer à l'endroit où il est le plus important. Et alors du coup, c'est quoi qui est le plus impact? D'après toi, qu'est-ce que d'après toi? Alors pour moi, ça serait majoritairement le transport, j'imagine. Par exemple, une boîte de pêche qui est produite à un endroit lambda et qui est acheminée jusqu'au lieu où elle est utilisée. Pour moi, ça serait ça qui a le plus d'impact. Alors du coup, ça fait partie des idées Reçues. un petit peu reçues autour de l'éco-conception et de l'environnement. Alors oui, le transport a un impact, clairement, mais c'est clairement pas le poste le plus important. Toute l'analyse et la mesure que l'on peut faire sur tous nos produits, on est capable de dire aujourd'hui que 80% de l'impact CO2 de nos produits vient de la production, de l'industrialisation et de l'extraction des matières premières. Le transport représente moins de 10% sur l'impact global d'un produit. Donc même si on produisait une boîte de pêche dans nos locaux ici, il y aurait toujours cet impact de production qui serait conséquent. Exactement. Exactement. Et du coup, quels sont les produits qui ont le plus d'impact? Tout ce qui va être waders et tout ce qui va être grosses pièces métal, donc à savoir des stations, des bed chairs, des level chairs, tout ce qui va être bivy également. Donc ça, c'est plutôt ces natures de produits-là qui ont un impact CO2 bien plus fort que nos cannes. Et du coup, la canne à pêche? Mais la canne à pêche, ça fait partie également d'une idée reçue, puisque oui, on en vend beaucoup, mais l'impact CO2 d'une canne à pêche est très faible. Un ordre très simple d'idée, une canne à pêche, c'est entre 3 et 10 kg de CO2. Une canne, c'est ça, un sac, c'est 30, 40, 50, 60 kg de CO2 équivalent. Exactement. Une station, on est à peu près à 400 kg de CO2. Ah oui, d'accord. Là, t'es sur l'extrême. Alors du coup, on va prendre les choses dans l'ordre. Le sujet de la canne, on le traite comment? Si c'est pas un produit qui a beaucoup d'impact CO2. Alors, ça peut avoir un faible impact, mais vu les quantités que tu vends, ça peut avoir un impact important au final. Okay. Donc on n'oublie pas l'impact CO2 des produits. Mais on le traite différemment, c'est-à-dire qu'on essaye avec la canne de maîtriser complètement la fabrication d'une canne
donc en maîtrisant le cahier des charges, etc., comment sont faits ces composites, pour pouvoir demain, idéalement, la faire le plus proche possible de chez nous, avec des fournisseurs qui ont des énergies les plus propres possibles, dont des énergies renouvelables. Parce que la canne, c'est un composite, et donc il faut la mettre en forme, avec notamment des traitements thermiques, qui consomment quand même de l'énergie. Et donc plus cette énergie est propre, moins on aura d'impact. Et pour ça, il faut être capable de choisir nos fournisseurs. Et aujourd'hui, on n'est pas encore totalement capable de faire ça. Alors j'aimerais continuer justement sur la canne. Aujourd'hui, la canne, est-ce qu'on a des moyens de faire des cannes recyclées ou d'autres moyens En termes de composants, aujourd'hui, on ne sait pas faire. Donc pour avoir une iso-performance du produit, parce qu'une canne, c'est un produit très technique, on ne sait pas avoir un matériau égal à ce qu'on utilise aujourd'hui. Donc on ne va pas du tout travailler cet axe-là, on va beaucoup plus travailler en fait la durabilité et la réparabilité d'une canne pour qu'elle dure le plus longtemps possible. Ok. Alors Tim, tu en parlais tout à l'heure, c'était le deuxième point, le textile. Alors peut-être Pauline, tu vas pouvoir nous répondre, comment on le traite ce sujet? Du textile, Un bettcher, un bivy, un sac à dos D'accord, en fait le textile c'est vrai que c'est un des composants le plus impactant. Donc aujourd'hui on a beaucoup avancé sur le sujet et donc on a des actions qui sont mises en place. On a fait le choix de faire des concessions sur des couleurs pour avoir des composants moins impactants. Donc je m'explique, on a beaucoup travaillé sur le process de teinture qui est la chose la plus impactante quand on veut faire un textile coloré. Et donc la teinture c'est très énergivore et très polluant d'eau parce qu'on utilise beaucoup d'eau pour teindre le textile. Et donc là on va utiliser un process qui teint le fil dans la masse. Et donc ça utilise beaucoup moins d'eau. Et c'est aussi moins énergivore, donc on va réduire à peu près de 15% sur le composant global la consommation de CO2. Et est-ce que ces transformations-là, que l'on fait sur l'ensemble de nos produits, nécessitent des concessions? Pas mal. Oui. Oui. Il y a des concessions, notamment en termes de prix, parce que c'est des matériaux qui souvent ou sont plus chers, ou des procédés de fabrication qui sont plus complexes. Donc là, on doit forcément mettre un peu plus d'argent, nous, pour faire des produits qui ont les mêmes... on va dire les mêmes caractéristiques techniques. Ouais. On ne fera jamais de compromis sur la résistance. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on ne déroge pas. Alors là, on a parlé des cannes, du textile, du plomb. Est-ce qu'il y a d'autres natures de produits sur lesquels aujourd'hui on a beaucoup avancé sur le côté responsabilité environnementale? Oui. Oui. On a typiquement, pour rebondir sur ce que disait Pauline, quelque chose de très factuel sur toute notre gamme de parapluies qu'on a maintenant en magasin. On peut affirmer qu'on a réduit d'entre 10 et 12% de CO2 par produit sur toute notre gamme en utilisant le process de teinture dans la masse évoqué précédemment par Pauline. Et on veut aller plus loin aussi, donc là sur les parapluies c'est vraiment au début, mais du coup on veut utiliser aussi des métaux qui sont beaucoup moins impactants et donc utiliser des métaux recyclés, aluminium, acier. Et donc on est toujours en fait dans la recherche d'avoir vraiment un produit le moins impactant possible. Donc si je prends l'exemple d'un siège de pêcheur, ok on a travaillé tout ce qui est la partie textile, mais on veut aller encore plus loin et réduire encore notre impact en travaillant maintenant la partie structure et du coup métallique du produit. Et puis pour compléter, on a identifié nous chez Caperlan 4 familles de produits qui sont vraiment les plus impactantes pour nous. C'est donc il y avait le waders, Ok. il y avait le textile au sens large, il y avait tout ce qui était métaux dont Pauline vient de parler, et il y avait le plastique. Ok. Donc c'est vraiment les familles les plus polluantes chez nous qu'on a décidé de traiter et on traite ces 4 familles. Et donc concrètement, sur le plastique, c'est les boîtes de pêche, j'imagine, en particulier. Exactement. Comment ça se présente? C'est quoi? C'est des matières recyclées, c'est ça? Alors, on entend beaucoup parler de plastique recyclé. Ça paraît la solution la plus simple et la plus facile à utiliser. Mais c'est un peu complexe pour plusieurs sujets parce que les plastiques recyclés, déjà, il faut savoir d'où ils viennent, est-ce qu'ils sont propres, est-ce qu'ils sont réellement recyclés, est-ce qu'ils ne sont pas toxiques. Donc nous, on s'engage déjà à avoir des plastiques recyclés qui sont propres et donc ça limite le nombre de couleurs et de composants. Et ensuite, souvent, vu qu'ils sont recyclés, des fois, les propriétés mécaniques peuvent baisser. Et nous, on ne veut pas faire de compromis sur la résistance. Propriété mécanique, tu peux développer? Ah oui, alors propriété mécanique, c'est la résistance du produit. Par exemple, je prends une boîte, en plastique normal, je la fais tomber, elle ne casse pas. En plastique recyclé, on a reçu des prototypes, des essais, on les lâchait,
elles cassaient. On montait dessus, des boîtes qui devaient faire des marchepieds, elles cassaient. Et donc on n'a pas pu valider ces produits. Donc on a dû repasser par une phase technique de conception pour pouvoir utiliser ces matières-là, qui maintenant sont aujourd'hui en rayon. Donc on peut être fier d'avoir ces matières recyclées sur nos boîtes. Ok, c'est très clair. Et ce qui m'amène à une autre question. Quel est l'objectif de Quimperlé à court, moyen, long terme sur cet aspect-là? Alors déjà, tu as vu, on t'a parlé des familles prioritaires. Oui. Ces familles prioritaires, elles représentent beaucoup de notre offre. Donc c'est déjà d'être capable de réduire notre impact sur l'ensemble de ces produits-là. De pouvoir bien le maîtriser et d'être conscient qu'on a fait le maximum, en tout cas sur l'impact CO2. Mais il n'y a pas que ça. On a une particularité à la pêche, c'est qu'on interagit avec un milieu. Le milieu aquatique, le milieu, la faune, la flore. Et donc on ne s'arrête pas là. On fait aussi d'autres choses sur ces sujets-là. Bah écoutez, c'était très clair. Merci beaucoup pour votre honnêteté et votre transparence. Plaisir. Plaisir. J'espère que vous avez aussi apprécié cette vidéo. Et nous, on va se retrouver pour 2 prochains numéros. Un sur la durabilité et un sur le SAV et la réparabilité. Merci à vous. Merci Chris. Et à très vite. On va devoir se trouver.